s'intitule « Temps, hommes et pyramides, les marques des ouvriers royaux de la 4e dynastie ». Et attention, le secret des pyramides va être révélé. Au moins. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier Pierre Tallet pour son aimable invitation et je suis honorée de vous présenter aujourd'hui les recherches que j'ai menées ces dernières années sur, en somme, des témoignages épigraphiques discrets, parfois négligés, qui proviennent des grandes pyramides de la 4e dynastie. Les marques d'ouvriers sont des courtes inscriptions en hiéroglyphes cursifs peintes en rouge sur les matériaux de construction. C'est une pratique qui se développe à partir de la 3e dynastie, avec l'essor de l'architecture en pierre, mais c'est à partir du règne de Snéfrou, au début de la 4e dynastie, qu'elles deviennent omniprésentes dans les complexes funéraires, comme sur les sites expéditionnaires, au Wadi el-Jarf par exemple. À la 4e dynastie, on distingue deux catégories principales. Les marques de construction, donc des lignes axiales, des mesures et repères de pose qui sont inscrites au moment ou peu après la pose du bloc. Et puis nous avons les marques de contrôle qui rassemblent des dates, des noms d'équipes d'ouvriers et leurs subdivisions, ou encore des indications de destination. Les blocs sont alors inscrits à un temps T stratégique, quelque part entre leur sortie de carrière et leur prise en charge finale, pour contrôler leur acheminement et leur répartition sur le chantier lui-même. Elles attestent de l'application désormais systématique, à partir de la 4e dynastie, d'une nouvelle organisation des main-d'œuvre royales, de mesures de référence et puis d'une nouvelle mesure du temps qui se fige à partir du règne de Snéfrou et qui va perdurer tout au long de l'Ancien Empire. En outre, les noms d'équipes construits à partir d'un des noms du roi régnant sont des marqueurs chronologiques déterminants, souvent premiers sur les sites fouillés, pour attribuer les sites fouillés. Alors c'était le cas au Wadi Jarf, avant la découverte des papyrus, ou encore à la grande excavation de Zaouiyat el-Arian, une pyramide inachevée de la 4e dynastie. Dans ce cas précis, les relevés anciens ne permettent pas d'identifier précisément ce roi pourtant manquant de la 4e dynastie, qui serait Baka ou Neferka. Le débat, il existe toujours un débat sur son nom. Un effort significatif a été déployé ces 30 dernières années donc par Miroslav Werner, Anna Vimazalova, Félix Arnold ou encore Vassil Dobrev pour faire parler ces témoignages fugaces de la logistique des grands chantiers royaux. Mais les corpus plus ou moins anciens des marques de la 4e dynastie devaient encore être réinvestis. Et c'était notamment le cas des marques de Meidoum. À la fin des années 80, Ali El-Khouli entreprit le dégagement du coin nord-ouest de la pyramide de Meidoum, mettant au jour plus de 3000 blocs. Plusieurs comportaient des marques d'ouvriers mentionnant des dates et puis des indications relatives au positionnement des blocs ou à leur destination. Dès 1994, Anthony Spalinger souligna l'importance majeure de ces dates de règne, du règne de Snéfrou, pour établir une chronologie historique de l'Ancien Empire. Pourquoi cela ? Alors, il faut prendre en compte que la comptabilisation des années de règne à l'Ancien Empire est régie par un système complexe établi à partir de deux référentiels. Le roi régnant, donc le compte des années, redémarre à chaque nouveau règne, et puis le décompte du recensement du bétail sur tout le territoire égyptien, qui n'a pas lieu tous les ans. Nous avons ainsi des années du recensement et des années après le recensement. Le problème est qu'à l'heure actuelle, il n'existe encore aucun consensus établi quant au fonctionnement de ce système. À quel rythme s'alternent les années du et après le recensement ? Le recensement est-il un événement annuel, bisannuel, irrégulier ou bien défini par un autre rythme, cherchant à synchroniser les cycles lunaires et solaires, par exemple ? De la compréhension du compute annuel dépend la conversion des dates en durée de règne en durée sur notre propre ligne du temps. C'est donc un préalable nécessaire pour établir la durée du règne de Snéfrou et de tous les règnes de l'Ancien Empire. Alors, les dates attestées à Meidoum représentent la majorité des attestations des années de règne de Snéfrou, et c'est précisément à partir de l'analyse statistique de ces données qu'ont été proposées les théories interprétant le mode de compute annuel.
Le problème est que le commentaire accompagnant les 103 facsimilés publiés par Paul Posner-Kriéger reste succinct et les transcriptions incomplètes. De plus, Paul Posner-Kriéger reconnaissait elle-même qu'elle n'avait pu documenter l'intégralité des marques découvertes, n'ayant pas eu le temps ni les moyens de retourner et manipuler tous les blocs inscrits. Depuis, d'autres égyptologues, comme Michel Beau ou Roman Gundaker, ont proposé d'autres déchiffrements, uniquement à partir des données publiées. Leur conclusion influe grandement sur le fameux ratio clé des années du et après le recensement. Il devenait donc fondamental de vérifier l'exactitude des dates attestées à Meydoum. J'ai été heureuse de retrouver au service des archives et collections de l'IFAO une série de tirages photographiques qui m'ont permis de corriger certaines dates publiées précédemment et de découvrir quelques dates inédites. Constatant en visitant le site que certaines marques étaient encore visibles, j'ai proposé une nouvelle mission d'étude des blocs inscrits découverts par Ali El-Khouli, qui les avait regroupés à cette fin dans un wadi au nord de la pyramide de Meydoum. Donc, grâce au soutien du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, de l'IFAO, du CNRS et d'ARPAMED, nous avons pu, en novembre 2021 et 2022, réexaminer en tout plus de 2100 blocs grâce à l'efficacité redoutable d'une équipe de spécialistes venus de Gourna. L'objectif était de réaliser une nouvelle couverture des blocs inscrits afin d'assurer la publication de ce corpus épigraphique qui était menacé de disparition. Il était effectivement temps de faire cette mission. Les dépôts éoliens que nous dégagions étaient humides et les blocs étaient déjà très érodés par le sable et les infiltrations pluviales. Très souvent, seules quelques concentrations de pigments rouges attestaient la présence d'une marque aujourd'hui disparue et nous estimons qu'un bloc sur 4 était à l'origine inscrit d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être un simple trait jusqu'à une inscription plus complexe. Nous disposons aujourd'hui d'environ 300 marques intelligibles qui nous permettent d'établir un diagnostic cohérent et représentatif de ce corpus. Outre des lignes de construction, plus d'un tiers d'entre elles correspondent à une simple indication de la destination des blocs, en l'occurrence la face nord de la pyramide. Donc c'est logique. Nous avons découvert une cinquantaine de dates et donc avec celles déjà publiées, nous rassemblons désormais 97 dates de règne attribuables à Snéfrou qui proviennent toutes de Meydoum. Jusqu'à présent, nous avons fait seulement 8 raccords avec des dates publiées par Paul Posner-Kriéger et la tâche n'est pas aisée car les blocs sont très détériorés, parfois fracturés et les marques reconnaissables sont partiellement effacées. Malgré tout, nous pouvons désormais affirmer que toutes les dates complètes consignées sur ces blocs de construction s'étendent sur une période restreinte, qui est restreinte entre les 16e et 18e recensements. Toutes les dates considérées comme antérieures sont en fait des comptes 16, 17 ou 18 qui ne sont que partiellement conservés. Alors, il me reste à déterminer si la dernière année attestée à Meydoum est bien une Rempet Empretsep 18, mais pour l'heure, l'examen des images d'archives encourage plutôt un compte 17, un 17e recensement. Cette opération de terrain a confirmé les conclusions proposées à partir des archives de Paul Posner-Kriéger. Ces dates présentent une grande cohérence chronologique qui permet de dater plus précisément donc, la dernière phase de transformation de la pyramide de Meydoum à la fin du règne de Snéfrou. Alors, cette mission a également été l'occasion d'une petite découverte inattendue concernant cette fois le mastaba 17 qui est adjacent à l'angle nord-est du complexe pyramidal. Ce mastaba était le plus grand de la nécropole avant le second agrandissement du mastaba de Nefermaat qui se situe plus au nord. L'aménagement intérieur est particulièrement remarquable. Sa grande chambre funéraire abrite le plus ancien sarcophage de granit avec des dimensions particulièrement imposantes et est desservi par un corridor aux angles particulièrement arrondis, soigneusement arrondis, tandis qu'une descendrie scellée par plusieurs herses successives relie ces appartements funéraires à une chapelle qui est aménagée dans la face est du mastaba. De cette chapelle au décor jamais achevé, il ne reste aujourd'hui que la plateforme en calcaire sur laquelle elle s'érigeait. Le mastaba demeure anépigraphe, mais la nature des vestiges qu'il renfermait comme son architecture confirme le très haut rang de son propriétaire. Alors pour Souelim, il s'agissait du roi Nebka,
pour Lauer du roi Uni et pour Stadelmann d'un prince héritier. Même l'hypothèse d'un régent a été envisagée avec beaucoup de prudence par Roman Gundaker. L'examen de la plateforme en calcaire a révélé la présence d'une date à peine encore visible à l'œil nu, mais bien présente. À vrai dire, c'est à Mohamed Abou Gayed, le chef de notre équipe d'ouvriers, que revient le mérite de cette découverte. Et c'est grâce au filtre d'Estretch qu'une date Renpet-Sep 14 plus X a pu être déchiffrée. Nous pouvons donc désormais confirmer que la phase finale de construction, la phase finale de ce mastaba, dernière demeure d'un prince héritier de Snéfrou, était contemporaine des dernières transformations apportées à la pyramide. Cette date livre un repère chronologique important pour l'ensemble de la nécropole royale, puisque ce mastaba est probablement l'un des premiers à avoir été construit, étant donné ses dimensions et son emplacement. L'objectif de cette mission à Meidoum était avant tout pragmatique, rassembler le plus grand nombre de dates de règne attestées pour le règne de Snéfrou, et puis préciser leur extension dans le temps, avant que ces témoignages ne soient irrémédiablement perdus. Il apparaît aujourd'hui que Snéfrou reste l'un des règnes les mieux documentés de l'Ancien Empire en termes de nombre d'attestations, mais que la durée de son règne l'est beaucoup moins, avec désormais seulement 8 années distinctes attestées. Alors, nous espérons continuer à l'avenir cette enquête à Dachau, en collaboration avec les équipes du DAIK et Johannes Jüngling, doctorant à Vienne. Notre souhait est de réexaminer les marques d'ouvriers découvertes sur les blocs de la pyramide rouge dégagées dans les années 80 et celles découvertes par Ahmed Fakhri à l'intérieur de la pyramide rhomboïdale. Mais avant cela, nous avons récemment lancé un autre projet visant à collecter les marques d'ouvriers de la 4e dynastie qui sont présentes cette fois à l'intérieur même de la grande pyramide de Gizeh, à l'intérieur des chambres de décharge. Ces chambres de décharge forment un système complexe tout à fait unique dans l'architecture égyptienne. Surmontant la chambre du roi, cet ensemble est composé de 5 niveaux de poutres en granit rouge, surmontés d'une voûte à chevrons en calcaire. On estime que plus de 3000 tonnes de granit d'Assois ont été nécessaires à la construction de ce qui peut être qualifié de véritable monument dans le monument. Cela implique des moyens considérables mis en œuvre qui démontrent toute l'importance accordée à cette installation et à sa fonction au même titre que la chambre du roi elle-même. Alors, il est admis qu'elle serve à décharger la chambre funéraire des poussées engendrées par le poids de la superstructure de la pyramide, mais leurs propriétés architectoniques et structurelles réelles restent à préciser. Par ailleurs, ces chambres de décharge sont, à l'intérieur de la grande pyramide, les seuls espaces accessibles à l'homme où peuvent être observées des inscriptions contemporaines de sa construction, en l'occurrence donc des marques d'ouvriers. On y trouve des lignes de construction, des indications de mesure, des repères de pose, des noms d'équipes d'ouvriers impliqués dans cette partie du chantier, et enfin, et c'est là une nouveauté, des dates de règne, encore inédites à ce jour. Ces installations ont été découvertes en 1837 par l'expédition dirigée par le colonel Wise. Les premiers plans et relevés des inscriptions ont été publiés dans les années 1840 par Wise et Pering. Alors, pas toujours avec une grande précision. Ici, par exemple, je vous prie de croire qu'il s'agit bien du cartouche de Khéops. Un siècle plus tard, Alan Rower procédait à un nouvel examen de ces inscriptions et identifiait de nouvelles marques qui n'avaient pas été observées par les équipes de Wise et dont les facsimilés ont été publiés dans la publication de Reisner concernant la pyramide de Menkaure. Mais encore une fois, aucune analyse ou traduction n'accompagnait ces relevés et leur emplacement exact au sein du monument n'était pas indiqué. En 1996, Gilles Dormion présenta une nouvelle étude architecturale de la pyramide et livra à cette occasion de nouvelles coupes plus précises des chambres de décharge, ainsi qu'une analyse soignée des traces d'un dommage structurel qu'auraient subi les chambres de décharge dès l'Antiquité. Toutefois, son étude ne prenait pas en compte les marques d'ouvriers ni leur relation avec l'architecture du monument. Donc encore une fois, on avait une publication incomplète de ces aménagements. À cette même période, Zahi Hawass entreprit un nouvel examen épigraphique des chambres de décharge et redécouvrit à cette occasion une date sur l'une des parois des chambres.
Cela confirmait le témoignage ancien de Petrie, évoquant une date inscrite sur l'une des parois, ce qui n'avait jamais pu être confirmé par les visiteurs successifs. Pour ma part, une visite des chambres de décharge en 2022 m'a permis de mesurer l'ampleur de l'écart entre l'état publié et l'état réel du monument, d'un point de vue épigraphique comme architectural. Dès lors, Dr Hawass et moi-même avons partagé la même conviction. Il était nécessaire de produire une nouvelle analyse architecturale, épigraphique et structurelle du dernier aménagement de la pyramide accessible à l'homme qui n'était pas exhaustivement publié. Et pour cela, nous décidions de produire un modèle 3D de très haute définition, rendant ainsi accessible à la science, avec un degré de précision remarquable, ces installations si difficiles d'accès. Donc, grâce au soutien du ministère du Tourisme et des Antiquités, de Dassault Systèmes, d'ARPAMED, de l'IFAO et de Sorbonne Université, ainsi que de l'AERA, la mission Inside the Great Pyramid était lancée. Nous l'avons planifiée en 3 étapes principales. D'abord, la réalisation du modèle 3D texturé et géoréférencé des chambres de décharge et de la chambre du roi. La deuxième étape consiste en l'analyse de ces données pour une étude architecturale complète menée par 2 experts de la construction des pyramides, Emmanuel Larose, architecte au CNRS, et Franck Monnier, un chercheur indépendant. En plus de produire des vues, coupes et plans architecturaux de haute précision, ils accorderont une attention particulière aux traces des dommages structurels antiques, et qui est donc probablement contemporain de la construction de la pyramide. Et puis, chaque détail sera pris en compte, les tenons, les mortaises, les traces d'extraction et de découpe des poutres de granit, données qui restent pour l'heure absentes des publications. En parallèle, nous documenterons de manière exhaustive toutes les inscriptions des chambres de décharge, évidemment, et notamment les marques inédites sur les poutres de granit, visibles sur les poutres de granit. L'objectif est d'offrir une nouvelle analyse de leur répartition spatiale pour mettre en lumière la raison d'être des mesures et des lignes de construction, comprendre l'appréhension de l'espace alors qu'il est en cours de construction, et puis définir autant que possible la séquence des phases opérationnelles au sein du chantier. Grâce à la photogrammétrie, il sera également possible de documenter les graffitis des visiteurs, c'est-à-dire ces inscriptions du 19e et 20e siècle qui font désormais partie intégrante de l'histoire du monument. Elles témoignent d'autres aspects de l'histoire de l'Égypte moderne et puis permettent d'interroger le théâtre social qui est propre au tourisme archéologique de l'époque. Avec une enquête historiographique qui concernera leur découverte et redécouverte successive, et puis en revenant sur les motivations politiques et sociales à l'origine de la dénomination de chacune de ces chambres, c'est ainsi toute l'histoire des chambres de décharge qui sera ainsi écrite, du moins telle est notre ambition. Enfin, troisième et dernière étape avant publication, nous mènerons une dernière mission de contrôle à l'intérieur des chambres de décharge pour vérifier face au monument l'ensemble des observations que nous aurons produites générées à partir des données 3D. Alors, nous venons d'accomplir en mars la première étape, à savoir la réalisation du modèle 3D, dont le financement a été rendu possible grâce au soutien total de Medita Yubi et Dassault Systèmes, que nous remercions. L'AERA et Marc Lehner nous ont aimablement accueillis le temps de cette mission dans leur villa à Giza, nous offrant un soutien logistique particulièrement précieux. Et alors, le modèle 3D a été pris en charge par Bertrand Chazali, expert géomètre de l'entreprise Fugro Géoïde. Bertrand avait déjà contribué par le passé à la mise en valeur du patrimoine égyptien en réalisant la couverture photogrammétrique des colonnes de la grande salle hypostyle à Karnak. Mais surtout, il a une maîtrise experte des relevés 3D en environnement confiné et difficile d'accès, comme il l'a récemment démontré en produisant pour le ministère français de la Culture le scan 3D de la désormais célèbre grotte Cosquer en France. Et ces chambres de décharge sont effectivement difficiles d'accès. Il faut d'abord gravir une échelle de 8 mètres de hauteur en haut de la grande pyramide pour accéder à un tunnel horizontal étroit de 80 cm de côté, desservant la première chambre. Il faut ensuite grimper de chambre en chambre en empruntant des tunnels verticaux irréguliers, des cheminées réalisées à l'explosif par les équipes de Weiss qui ont été aménagées le long du flanc est. La hauteur sous plafond n'excède pas 80 cm dans les chambres, à l'exception de la chambre Campbell, où on peut se tenir presque debout, puisqu'elle est dotée d'une voûte à chevrons.
La progression dans les chambres est entravée par la hauteur irrégulière des poutres de granit, comme vous le voyez sur ces images. Et donc toutes ces difficultés sont autant de complications et de défis techniques à relever dès lors que l'on souhaite obtenir un modèle 3D précis et sans dérive de calage. Et si l'on n'y prend pas garde, les mesures peuvent aisément être faussées et l'alignement des espaces désaxé. C'est Emmanuel Larose, architecte au CNRS, qui a pris en charge la couverture photogrammétrique de l'ensemble de ces aménagements, même les moins accessibles. Et là encore, les conditions de travail étaient loin d'être simples et confortables. Cette mission a par ailleurs bénéficié d'une vraie collaboration internationale. Yukinori Kawai de l'université Nagoya au Japon et le WorldScan Project nous ont partagé leur propre scan des installations qu'ils ont effectuées en 2022. Le WorldScan Project entreprend en effet de scanner les plus prestigieux monuments de l'Antiquité égyptienne pour les rendre accessibles via la réalité virtuelle. De même, la société de production Label News nous a partagé le scan réalisé par Alban Biris Pimpo dans le cadre d'un documentaire. Donc nous tenons à remercier ces équipes car ces données ont été particulièrement précieuses pour préparer notre mission, anticiper ces défis techniques et puis adapter en fonction nos stratégies et également notre matériel. Il s'agissait par exemple pour Bertrand de créer de nouveaux supports et moyens de fixation permettant de maintenir en toute sécurité le scanner 3D à 90 degrés dans des espaces qui étaient particulièrement exigus. Et puis pour Emmanuel, il s'agissait de créer un cadre d'éclairage adapté pour assurer un rendu homogène du relevé photogrammétrique produit dans ces espaces très sombres. Durant 9 jours, nous avons scanné l'ensemble des chambres de décharge, des tunnels, mais également la connexion avec la chambre du roi, essentielle pour analyser correctement la fonction structurelle de ces installations. Alors, cette mission en quelques chiffres, ce sont 300 stations de scan, 110 cibles topographiées qui permettent de consolider le calage des relevés 3D photogrammétriques, et puis 7,8 milliards de points 3D enregistrés et 24 000 prises de vue et sans doute plus. Ces chiffres sont faramineux, mais vous démontrent le degré de précision millimétrique du modèle 3D obtenu à plus ou moins 2 mm. Une précision qui sera encore affinée si tant est que l'on en ait besoin par le relevé photogrammétrique dès lors que nous aurons réuni les deux ensemble. Ces données sont à présent en cours de traitement et d'analyse. Ce que vous voyez à l'écran n'est qu'une version préliminaire, brute, encore dépourvue de sa texturisation, donc photogrammétrique. Et la finalisation du modèle est en cours. Cela prend évidemment du temps que de processer autant de données. Nous prévoyons de retourner dans les chambres de décharge fin septembre avec Emmanuel Larose et Franck Monnier pour y vérifier nos observations. Alors, comme résultat préliminaire, nous pouvons à présent mentionner la présence de 3 dates restées jusqu'alors inédites, la plus élevée mentionnant un 6e recensement. Nous réfutons donc aujourd'hui la lecture de Petrie qui mentionnait une 17e année de règne, sans toutefois que l'on ne puisse déterminer s'il faisait référence à une reine Petsep 17 ou bien à une reine Petsep 8, donc un 8e recensement qui correspondrait à une 17e année de règne selon la théorie d'un recensement qui aurait lieu tous les 2 ans, une théorie alors suivie par Petrie. Un nouveau nom d'équipe vient s'ajouter aux 3 et non 4 noms d'équipe qui étaient déjà attestés par le passé. Ce nom d'équipe ne se réfère pas au roi cette fois, mais à la déesse Wadjet, protectrice de la royauté. Cette marque, qui n'est pas sans rappeler l'équipe d'Oua Wadjet, ceux qui adorent Wadjet, qui est attestée sur le site contemporain du Wadi el-Jarf. Voilà pour l'aperçu de ces recherches en cours. Je tiens à remercier particulièrement l'inspectorat de Giza et l'inspecteur Mohamed Abdelrahman qui nous ont si bien accueillis sur le site et les ouvriers qui ont veillé à notre sécurité à chacune de nos ascensions. J'espère avoir le plaisir d'ici quelques mois de vous présenter les publications qui concluront ces opérations et viendront compléter notre connaissance des grandes pyramides de la 4e dynastie et puis de ces témoignages directs laissés par les hommes qui les ont construits. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère d'avoir